chers collègues, mesdames, messieurs. Je remercie vivement les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Je suis extrêmement heureux de me retrouver en Chine, pays si dynamique que j'admire, pour lequel j'ai une grande admiration. Donc je vais vous parler des traitements dits ciblés et dits personnalisés. Nous verrons que ces mots ne sont pas forcément extrêmement bien adaptés. Qu'est-ce qui s'est passé dans le traitement des cancers ? Dans les tumeurs dites primitives, c'est-à-dire non généralisées, le traitement est essentiellement chirurgical ou radiothérapique, ou les deux à la fois. C'est essentiellement un traitement loco-régional. On va y ajouter des traitements médicaux pour détruire d'éventuelles métastases, traitements médicaux qui sont soit des hormonothérapies, qui est une technique, j'en reparlerai tout à l'heure, qui remonte déjà à près de 100 ans, soit des chimiothérapies qui sont des chimiothérapies cytotoxiques, c'est-à-dire qui vont détruire la cellule. C'est un but de destruction. Or est apparu un nouveau schéma de pensée. Ce nouveau schéma de pensée, c'est plutôt que de s'appuyer sur la destruction des cellules, qui a effectivement des effets délétère, puisque ça va s'agresser aussi aux bonnes cellules qui se multiplient, telles les cellules sanguines, on va tâcher de trouver des molécules plus intelligentes. Et ces molécules plus intelligentes reposent sur toutes les études qui ont été faites sur les tumeurs, avec les développements de la biologie moléculaire et les développements fantastiques de la génétique, qui, soit dit au passage, en partie ont été rendus possibles grâce à l'informatique, il faut le noter. Donc c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle classification des tumeurs qui se met en place, et donc ça va être de nouvelles thérapeutiques, et donc ça va être de nouveaux essais thérapeutiques, parce qu'un des gros problèmes de ces nouvelles molécules, c'est qu'elles coûtent extrêmement cher à développer, qu'il faut en prouver l'efficacité, et comme nous le verrons, comme je vous ai dit que c'était des thérapies ciblées, en fait ce sont des thérapies de précision qui vont s'adresser à des catégories très spécifiques de cancer. Alors si on remonte un petit peu dans le temps, d'abord je vous rappelle que le cancer n'est pas une nouveauté. Le terme cancer a été donné par Hippocrate, donc à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu des classifications des tumeurs, en particulier celle de Galien, qui distinguait les tumeurs contre nature. Et puis, on a distingué les tumeurs en fonction de leur localisation. Cancer de la face, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de la peau. Enfin, donc, c'était de la localisation viscérale. Et puis est arrivé le développement du microscope. Et je citerai parmi tous les développeurs du microscope Virchow, qui était un grand anatomopathologiste allemand, et c'est lui qui a dit que, essentiellement, le cancer était une maladie cellulaire. Et nous sommes restés sur ce type de maladie cellulaire pendant plus d'un siècle. Et on distinguait, en fonction de l'allure de la cellule, des cancers dits épithélioïdes, c'est-à-dire qui venaient des revêtements, ou des cancers, des adénocarcinomes, adénos voulant dire glande, c'était des cancers glandulaires. Donc cette classification a servi pendant des années et des années, et j'ai mis cette date de 1979, c'est-à-dire 35 ans. Il y a 35 ans, on savait peu de choses sur la cellule. On en savait plus, évidemment, que le seul point d'interrogation que j'ai mis, mais c'était quand même assez sommaire. On savait que le noyau était un élément indispensable, il y avait quelques autres structures, mais ça n'allait guère plus loin. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec les développements de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la génétique? Eh bien, on a vu ça. Rassurez-vous, ce n'est pas le plan de Pékin, c'est le schéma de ce qui se passe dans une cellule. Vous voyez que ça devient quelque chose d'extrêmement complexe, avec des tas de voies qui vont permettre la prolifération des cellules, leur différenciation éventuelle, l'absorption de certains produits. Donc c'est tout un ensemble extrêmement complexe sur lequel maintenant, en connaissant la génétique, en connaissant les responsables de ces voies, on va pouvoir agir. Et donc, d'une maladie considérée comme essentiellement cellulaire, basiquement cellulaire, on a fait un zoom et on arrive maintenant à
détailler les processus qui conduisent soit à la prolifération, soit à la non-maturation des cellules, dont le professeur De Goss vous a montré hier l'extrême importance pour en quelque sorte guérir le cancer et non plus se contenter de l'éradiquer. Donc on passe à une maladie génétique et épigénétique, c'est-à-dire ce qui entoure la génétique, et puis il faut aussi tenir compte de l'environnement de la tumeur, environnement immédiat où il y a des cellules qui sont chargées de réagir contre le développement tumoral. C'est un système immunitaire qui est indispensable à prendre. Si bien que si autrefois, comme vous le voyez ici, on se contentait de l'histologie, et donc on faisait, c'est-à-dire histos, c'est le tissu, c'est-à-dire l'allure des cellules et leur agencement, et on se contentait on testait les traitements à partir des types histologiques et des localisations. Maintenant, on est dans un schéma à 3 dimensions avec le type moléculaire et la réaction stromale autour de la tumeur. Et si bien qu'on arrive à des choses comme des tableaux comme ça. Ça, c'est une représentation de divers cancers du sein. Pour les cancers du sein, on avait déjà fait des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'on savait reconnaître à la surface des cellules des structures qui traduisaient une sensibilité aux hormones. Si vous preniez un cancer du sein, de façon générale, vous lui donniez un traitement par hormones, des anti-estrogènes essentiellement, vous aviez un taux de réponse, c'est-à-dire de réaction positive, de l'ordre de 30%. Si vous sélectionnez les cancers du sein qui ont ces récepteurs, avec les mêmes hormonothérapies, eh bien vous avez un taux de réponse qui est de l'ordre de 70%. Et là, on étudie les gènes. Les gènes, soit leur expression normale, soit leur surexpression qui est ici en rouge. Ce sont des codes qui permettent de dire, ici il y a surexpression. Et vous voyez que vous avez là différents types de tumeurs. Il y en a où il y a peu de rouge, d'autres au contraire, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de surexpression. Eh bien, ça fait une distinction à ce moment-là dans le pronostic de ces cancers du sein. Ceux qui ont peu de rouge vont aller mieux que ceux qui en ont beaucoup. Donc c'est déjà, vous voyez, il y a déjà une catégorie avec récepteur par récepteur, et vous avez d'autres catégories en fonction de la surexpression ou la sous-expression de tel ou tel gène. Donc vous avez une autre catégorie qui se met en place. Ceci, j'ai pris comme exemple le cancer du sein, mais on peut prendre d'autres cancers. Si bien que j'allais dire, jusqu'au XXe siècle, on pouvait dire qu'il y avait des grandes catégories de cancers. Cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du côlon, du rectum, toutes les maladies hématologiques dont s'occupe beaucoup le professeur De Goss, et puis d'autres cancers. Et maintenant, vous avez plutôt un arc-en-ciel avec une répartition de ces diverses tumeurs. Par exemple, le cancer du sein, le cancer du poumon, qui est un cancer malheureusement très fréquent, devient en fait l'addition de cancers du poumon rares parce qu'ils ont telle ou telle expression génique, et finalement, un cancer commun, banal, devient l'addition de tumeurs rares. Donc vous voyez que ça complique les choses, mais en même temps, ça va permettre des thérapeutiques beaucoup plus précises. Alors, pour ces thérapeutiques, très schématiquement, on va distinguer les mammouths des petits renards. Les mammouths, ce sont des anticorps qui sont fabriqués, c'est des molécules complexes qui sont difficiles à mettre sur pied et qui vont réagir soit sur un antigène, soit sur des fonctions, par exemple la néoangiogénèse, c'est-à-dire la propriété qu'a la cellule tumorale de créer, ou l'ensemble du tissu tumoral, de créer des nouveaux vaisseaux qui vont la nourrir. Donc si vous arrivez à bloquer ce processus, eh bien vous allez empêcher le développement de la tumeur. Alors ça, depuis 20 ans, il y a de nombreuses molécules qui sont mises sur le marché, et je citerai par exemple pour le cancer du sein, le trastuzumab, qui est très efficace sur les cancers du sein, qui expriment un gène qui s'appelle R2-nœud. Toute la nomenclature de ces gènes est très complexe, et il y a
actuellement une multitude de nouveaux médicaments qui sont actuellement en développement. Là, c'est vraiment qu'à titre d'exemple. À l'opposé, vous avez des petites molécules qui sont beaucoup plus précises, mais qui mettent beaucoup de temps, si vous voulez, à être mis au point, parce qu'on va chercher à bloquer, non pas tellement un gène, mais une voie métabolique, c'est-à-dire une voie qui va faire en sorte que la cellule va se multiplier. Par exemple, ça s'appelle les antityrosine kinases. Donc on cherche à bloquer ce processus de façon extrêmement précise. Le problème, c'est que c'est énormément de recherche et que ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand ça marche très bien. Un très bel exemple pour ça, c'est l'imatinib, qui a révolutionné, d'une part, le traitement des leucémies myéloïdes chroniques, qui sont des leucémies relativement rares de l'adulte, et le traitement de tumeurs stromales, gastriques, qu'on appelle des gystes, qui étaient avant toujours mortels, on en diagnostiquait très peu, et dont le pronostic a été complètement transformé. Et puis vous avez d'autres médications qui ont permis d'obtenir des résultats inattendus. Alors, l'intérêt, si vous voulez, de ces traitements personnalisés, vous allez le comprendre par cette diapositive. Vous voyez ici que sur toute une population donnée, vous allez avoir que 2 rémissions, 2 améliorations. Si vous arrivez à sélectionner ces 2 personnes, enfin cette sous-population, grâce à un test qui va vous dire si sous cette population on trouve telle ou telle marque génétique, eh bien vous allez à ce moment-là, et que vous avez une molécule qui va agir sur le processus que vous avez localisé, eh bien vous allez avoir à ce moment-là un taux de réponse très supérieur à ce que là, vous allez dire je vais avoir 2%, et là je vais avoir, pas 100% malheureusement, mais vous allez avoir un taux beaucoup plus élevé. Je prends un titre d'exemple, par exemple, et je pense que Laurent Degos ne me contredira pas, si l'on prend le fameux imatinib, et vous dites je vais le donner à l'ensemble des leucémies, en plus du traitement classique, leucémie de l'enfant, leucémie de l'adulte, leucémie aiguë, chronique, etc. Comme les leucémies myéloïdes chroniques sont peu fréquentes, vous n'allez rien voir statistiquement, même si vous mettez 5000 malades dans chaque bras, un avec l'imatinib, l'autre non. Si vous prenez que les leucémies myéloïdes chroniques, vous allez avoir donc 500 nouveaux cas par an, vous allez avoir un résultat tout à fait spectaculaire. Et si bien même que ce produit, alors là ça pose le problème du coût, ce produit a été un succès commercial fantastique, alors qu'en fait ça concerne un nombre très restreint de malades. Ça pose le problème du prix, qui est un autre débat, qui n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Des résultats inattendus de qualité plus ou moins grande. Mais quelquefois, vous avez des très longues rémissions. Mais par exemple, dans les cancers du rein ou les cancers du foie, les médicaments marchaient très mal, pratiquement jamais. On a eu des résultats. On a eu, alors là, j'ai recité ces fameuses tumeurs stromales. On a eu, dans le cancer du sein, j'en ai parlé tout à l'heure avec le trastuzumab. Dans les cancers du poumon, vous avez une sous-catégorie de cancer du poumon qui va réagir très bien, mais ça à une molécule, mais ça ne représente que moins de 10% des cancers du poumon. Donc il y a cette espèce quand même, vous avez d'éclatement de classification qui aboutit à des thérapeutiques beaucoup plus efficaces. Alors on retrouve ça évidemment dans les maladies métastatiques généralisées, car le traitement, ça ne peut pas être la chirurgie, ça peut être forcément qu'un traitement général, un traitement médical, mais on retrouve ces résultats aussi dans la leucémie myéloïde chronique, qui échappe à la distinction entre tumeurs primitives et métastases, et dans certaines tumeurs primitives qu'on a opérées et ou irradiées, et auxquelles on va ajouter ces traitements spécifiques, et ça, on évite ainsi, on diminue aussi grandement le taux de rechute. Le problème, c'est que là, actuellement, je vais en reparler tout à l'heure, si on fait des essais thérapeutiques, on va donc disséquer en quelque sorte, rechercher des anomalies génétiques qui vont correspondre à la thérapeutique dont on dispose. Actuellement,
on a, par exemple, dans une étude qui était faite à Lyon, où ils testent, si vous voulez, cette démarche de traitement personnalisé contre un traitement standard, on constate malheureusement que dans un peu plus de la moitié des cas, on n'arrive pas encore à distinguer les cibles, les anomalies génétiques qui permettront un traitement spécifique. Mais c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant et prometteur. Alors là, il y a encore des schémas thérapeutiques, des essais thérapeutiques qui concernent des nombres moins importants de malades que ce qu'on avait autrefois, mais qui sont assez complexes. Et par exemple, ici, on essaie de voir s'il faut faire un traitement continu ou pas, une fois qu'on a obtenu la rémission. Est-ce qu'il faut faire un traitement continu avec ces thérapeutiques ciblées? Par exemple, pour les fameuses tumeurs stromales gastriques, il faut donner ce traitement pendant un certain temps, c'est-à-dire quelquefois plusieurs années, alors qu'avec la chimiothérapie classique, on s'est arrêté assez arbitrairement au bout de quelques mois. Donc ces essais sont en cours. Pour l'instant, ils sont assez prometteurs, mais c'est une voie d'avenir extrêmement importante. Mais évidemment, il y a des limites. Il y a des limites parce que les cancers sont souvent des tumeurs hétérogènes. C'est-à-dire que vous allez trouver dans un coin de la tumeur certaines modifications génétiques et puis vous n'allez pas retrouver dans l'autre. Ça, c'est une des limites des choses. Et puis d'autre part, la tumeur, les cellules, trouvent des voies de résistance. Et on est un petit peu dans la situation du cambrioleur et du gendarme. Il y a des infractions, vous créez un système d'alarme, et à ce moment-là, les cambrioleurs vont trouver un moyen de frauder le système d'alarme. Donc vous allez retrouver un autre système plus performant, etc., etc. Et c'est ce que j'ai résumé un petit peu sur cette diapositive en disant, je suis très optimiste là, en disant qu'on peut, en réétudiant à chaque fois la tumeur, ou si c'est pas possible, j'allais dire par déduction, par analogie, on peut trouver jusqu'à 8 lignes de traitement, mais là, peut-être moins, sans doute moins que ce qu'on dit là, mais donc c'est une possibilité que, au cours, c'est ce qui existe déjà avec les chimiothérapies classiques, quand il y a une résistance, on donne une autre assez au pifomètre, là, on va tâcher de donner une autre drogue, le moins pifométriquement possible, si j'ose dire, le moins empiriquement possible. Donc, voilà, en conclusion, les nouveaux schémas de pensée, c'est que des tumeurs communes, en fait, rassemblent sous le même chapeau des tumeurs relativement rares. Le gros problème, c'est le coût du traitement. Si vous prenez la masse des médicaments, le coût pour la sécurité sociale en France, grosso modo, l'augmentation est entre 2,5 et 3% par an. C'est de cet ordre-là. Si vous prenez les anticancéreux, le taux d'augmentation par an était, jusqu'à une date récente, peut-être que ça a diminué, de l'ordre de 20%, plus 20% par an. Donc vous voyez, ça pose énormément de problèmes. Ça pose aussi des problèmes parce que si dans certains cas, ça marche à tous les coups, dans d'autres cas, ça ne marche pas à tous les coups. Quelquefois, vous allez obtenir un plus, mais des rémissions relativement de courte durée. Donc ça pose des problèmes éthiques et économiques qui ne sont pas encore résolus. Ceci implique aussi une autre façon de prendre en charge les malades. En particulier, il faut qu'à proximité des soins, de se donner les soins, il y ait ce qu'on appelle des plateformes génomiques où on puisse faire ces études de biologie moléculaire et de génétique. En France, il y en a 28. Ce qui est pas mal, ce qui permet d'assurer à la population, si vous voulez, une bonne couverture et une bonne garantie d'avoir les bonnes drogues. Il y a pour étudier des produits, des nouveaux produits, il y a en cours des études qui sont faites avec nos amis chinois, eh bien, il y a des plateformes qui sont plus sophistiquées encore dans des centres académiques où vous allez avoir des études génétiques et biomoléculaires extrêmement précises, le recrutement de malades assuré, un bon suivi des malades, et actuellement, donc la France a l'avantage de pouvoir offrir ce type de plateforme aux compagnies étrangères. En particulier, je le répète, il y a des développements avec la Chine qui sont extrêmement intéressants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jacques, merci.
Donc peut-être des questions, mon voisin, mais peut-être les plus jeunes avant nos voisins. Si vous avez pour les plus jeunes des questions. Une question au fond. Je vous en prie, allez-y. La question. Il n'y a pas de question? Non. Voisin. Ben, j'ai deux petites questions. La première, la France, combien la France investit dans, dans le génome séquence cancérologique? Combien la France investit chaque année? Peut-être que Laurent de Gauss pourrait vous donner un chiffre. Ce que je sais, c'est qu'il y a 28 plateformes qui ont été installées, que ça fait partie du plan cancer. Mais vous donnez le chiffre, ça, Laurent, tu as quelques idées, toi, sur ça? La réponse, excusez-moi, je n'ai pas le chiffre exact, mais il a été calculé que ça fait gagner de l'argent en ne traitant que les personnes qui ont ce défaut génétique par rapport à une population globale. Donc il y a pour l'instant un plan très favorable, gouvernemental, pour aller dans ce sens, car on peut voir soit une dépense élevée, mais on peut voir aussi un gain élevé du fait que on ne traite que ceux qui ont l'anomalie. Et je n'ai pas dit aussi que ces produits-là ont des toxicités il y a des toxicités, mais généralement différentes des chimiothérapies cytotoxiques, et vraisemblablement, si vous voulez, la prise en charge de ces toxicités liées à la chimiothérapie classique doit être, à mon avis, mais ça, on n'a pas de chiffres sur le sujet, mais on peut espérer qu'elle est moindre. Par exemple, l'imatinib dans le traitement des leucémies myéloïdes chroniques est un traitement parfaitement bien supporté. Jacques, j'ai peut-être une question. Non, mais je vais peut-être poser une question qui m'intéresse beaucoup parce que le développement des médicaments anticancéreux prend une place de plus importante dans la Big Pharma. Oui. Et c'est le problème coût, innovation thérapeutique, recherche clinique, et puis les nouvelles générations de bioréactants. On sait à l'heure actuelle qu'une molécule, entre la découverte au laboratoire from bench to bedside, c'est grosso modo 1,5 milliard de dollars. Oui, et 15 ans. Oui. Et d'autre j'exagère part, peut-être pour toutes 15 ans. Toutes les disciplines ne peuvent pas postuler à ça. Oui. Donc c'est un sac fini, la recherche dans le monde entier. De plus en plus d'argent est mis sur le cancer. Comment est-ce que tu vois l'évolution future, effectivement, de cette association innovation-recherche en matière pondérale et surtout l'arrivée, si possible, assez rapidement de génériques, de bioréactants, sachant que c'est facile de faire un générique de molécules chimiques, très difficile de faire le générique d'un bioréactant. Comment est-ce que tu vois ça? Alors, j'espère. Alors d'abord, première remarque, ces thérapies ciblées... Quand j'avais revu le titre, je m'étais dit pourvu qu'il précise bien que c'est en oncologie, parce qu'en fait, la cancérologie n'a pas l'exclusivité de ces thérapies ciblées. On voit ça dans d'autres infections, je pense que tu ne me contrediras pas. Deuxièmement, peut-on espérer aussi qu'avec une meilleure sélection des patients, on puisse économiser certaines chimiothérapies adjuvantes qui sont données de façon tout à fait abusive. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est donné. On voit ça avec les statistiques. Troisièmement, effectivement, pour les les inhibiteurs, là, on va arriver à les synthétiser. Pour les autres, je pense qu'on ne peut pas dire. C'est le problème des biosimilaires qui est un problème extrêmement difficile. Alors, je sais. Alors, il y a des approches qui ont été faites, mais je n'ose difficilement en parler sous les yeux des responsables d'Yves Juillet ou de l'ancien patron de l'HAS. Par exemple, les Anglais avaient inventé satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que l'industrie, l'assurance maladie payait quand ça marchait.
Et quand ça ne marchait pas, eh ben c'était l'industrie qui payait. Mais Laurent m'a dit tout à l'heure que ça n'avait pas été si extraordinaire que ça. Alors il y a aussi dans les pays des façons de prendre en charge qui sont différentes. Dans certains pays, on va se baser sur les qualis, donc qui est tout à fait critiquable. C'est cette façon de coter la qualité de vie. Il y en a d'autres, dans les pays scandinaves, et un petit peu ce qui se passe en France, où il y a des études de dossiers très, très minutieuses. En France, il y a, à mon avis, un bon système, c'est la liste en sus, où c'est un accord de bonnes pratiques qui fait que l'établissement est remboursé si il a bien respecté les indications. Il ne l'est pas. À mon avis, c'est une mesure extrêmement sage. Sauf que la ministre veut fermer la liste en sus. Alors là, oui, ça j'ai vu ça. Alors elle va le remplacer par quoi? Alors parce que augmenter les GHM, je veux bien, mais ça va être une sacrée usine à gaz. Je vois mal, pas très bien, parce que il va y avoir le séjour, c'est basé sur le séjour. Avant que l'immunohistochimie donne la réponse, il va se passer du temps, les gens ont commencé. Bon, ben, ça va pas simplifier le travail. Yves Juillet, une question, Yves Juillet. Oui. Alors, moi j'ai une question sur la question des résistances. Oui. En définitive, cette nouvelle approche fait aborder les résistances de manière différente. Et en définitive, dans un raisonnement, c'est une question de non-spécialiste, dans un raisonnement qui se rapproche de celui peut-être des antibiotiques. Oui. Dans la mesure où on utilise un premier traitement et on voit apparaître une résistance de quelque chose qui est presque plus méchant que la maladie initiale. Donc ma question est la suivante. Est-ce que les traitements classiques, qui sont les mammouths, qui écrasent tout, qui écrasent tout, et qui peuvent écraser aussi peut-être certaines résistances, n'ont-ils pas encore leur place dans la mesure où le traitement ciblé va traiter 80% de la tumeur, mais va laisser 10% ou 20% de cette tumeur qui va repartir, et sur un mode beaucoup plus dangereux, entre guillemets, peut-être plus difficile à traiter. Donc la thérapie ciblée n'a-t-elle pas des limites, et le traitement, je dirais, classique, ne garde-t-il pas, dans une certaine mesure, une place, compte tenu de cette évolution et de l'expérience que l'on peut avoir maintenant, de voir apparaître des résistances qui sont vraiment des résistances très sérieuses pour lesquelles on n'a pas d'issue thérapeutique. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça va garder, parce que un des problèmes actuels, c'est que si on veut, là actuellement, ces malades qui rentrent dans les essais de médecine dite personnalisée, on fait une biopsie, on va congeler les tissus, etc. Si on considère que la tumeur a une résistance, c'est parce qu'elle a trouvé une autre voie. Donc il faudra rebiopsier d'autres tumeurs. Ça va devenir de plus en plus difficile. Alors soit on le fera, j'allais dire, un petit peu au hasard, soit on va retomber sur les chimiothérapies classiques. D'ailleurs, les essais actuellement comparent avec les chimiothérapies classiques. Je voulais dire aussi quelque chose que j'ai oublié de dire, mais qui est pourtant très important, c'est qu'on appelle ça médecine personnalisée. Et c'est un mot que je n'aime pas, parce qu'on ramène la personne à la cellule, et même à ses gènes, à la limite. Alors qu'on nous a parlé de la prise en charge holistique, et je pense que pour les malades cancéreux, c'est comme pour les autres malades, il faut prendre une prise en charge globale. Donc les anglo-saxons disent médecine de précision. Et je pense aussi que c'est mieux parce que même le mot ciblé peut-être, parce que si on prend la néo-angiogénèse, tous les cancers vont faire de la néo-angiogénèse. Alors, il y en a qui vont se trouver sensibles à un facteur, le GVF, enfin le VEGF, je veux dire, mais il y en a d'autres non, mais c'est quand même contre quelque chose qu'on retrouve partout. Alors ça marche ou ça marche pas, ça c'est autre chose. Donc je pense que le bon terme, ça doit être la médecine dite de précision. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Madame, je vous en prie, à vous. Bonjour professeur, j'ai une question. Maintenant,
dans la thérapie, dans la médecine ciblée, quel pays a fait la plus grande contribution dans la médecine ciblée? Et les scientifiques français ont fait quoi comme contribution et quels sont les résultats et les performances que vous avez connues tout récemment? La médecine ciblée, bon, la France a une pratique importante. Maintenant, je ne suis pas assez au courant parce qu'il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont dites dans le pipeline. Donc je ne peux pas très bien vous dire et je ne suis pas au courant des derniers développements. Hein. Actuellement, si je prends les deux grands produits qui ont fait le buzz, pour dire un bon mot français, eh bien, le trastuzumab, c'est chez Roche, et le Glivec, c'est Novartis, je ne sais plus très bien. Mais ce n'est pas en français, c'est pas français. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des molécules françaises qui soient actuellement dans le... Où on est bon en France, c'est qu'on a des bonnes plateformes, des bonnes équipes et qu'on peut réaliser, donc comme je vous le disais, il y a eu des études qui sont en cours avec en particulier des collègues chinois et on peut les réaliser dans de très bonnes conditions, tout à fait comparables à celles d'autres pays occidentaux. Voilà.